23e février 1945. Monsuribachi Evoima, le soldat de première classe, Tadashi Yamamoto, accroupi dans un bunker en béton, les mains tremblantes, écrivait des mots qui lui auraient valu la peine de mort, ils avaient été découverts par ses supérieurs. Les marines ne sont pas humains. Ils ne meurent pas comme les autres. Tout ce qu'on nous a raconté sur la faiblesse américaine était un mensonge. À travers la meurtrière, il venait d'être témoin de quelque chose qui contredisait tous les préceptes qu'on lui avait inculqués pendant son entraînement. 6 marines avaient pris d'assaut sa position sous un feu nourri de mitrailleuses. 3 tombèrent, mais les autres continuèrent d'avancer. Lorsque ses camarades déclenchèrent une salve de grenades, un marine encaissa l'explosion de son propre corps pour protéger son escouade, puis continua de se battre malgré des blessures catastrophiques jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir son arme. Les survivants prirent la position en quelques minutes. 21 000 défenseurs japonais occupaient Ewohima, retranchés dans 18 km de tunnels et de fortifications. On leur avait promis qu'il affronterait des troupes américaines peu résistantes, qui céderaient sous la pression. Ce qu'ils découvrirent allait anéantir toutes les analyses militaires que l'armée impériale japonaise avait faites sur ses ennemis. Les conséquences de cette erreur d'appréciation ne se révélèrent pas dans les plans stratégiques, mais dans la brutale réalité. Des combats rapprochés qui allaient faire 26 000 victimes parmi les marines en seulement 36 jours. Et l'effondrement de la confiance japonaise avait commencé bien avant Ewohima. 7e août 1942. Canal de Guadal, île Salomon. Le caporal Hideo Takahashi, vétéran de la campagne de Chine où les forces japonaises semblaient invincibles, écrivait dans son journal après la première semaine de combat. Les Américains qui ont débarqué sont différents de tous les ennemis que nous avons affrontés. Ils ne reculent pas lorsqu'ils sont encerclés. Ils ne se rendent pas lorsque leur situation devient désespérée. Plus inquiétant encore, ils combattent la nuit comme si l'obscurité leur donnait de la force plutôt que de la peur. La bataille du canal de Guadal fut la première bataille défensive du Japon dans le Pacifique, et l'armée impériale japonaise s'attendait à une victoire facile contre des forces américaines inexpérimentées. La première division de marine a débarqué, comptait un peu plus de 16 000 hommes. Les services de renseignement militaire japonais décrivaient les marines comme des troupes d'élite, certes, mais toujours américains, produits d'une société démocratique et conciliante qui privilégiait le confort individuel au sacrifice collectif. En quelques jours, toutes ces suppositions se révélèrent catastrophiquement erronées. Le lieutenant Shigeru Fukodome commandait une compagnie renforcée chargée de reprendre Henderson Field dans la nuit du 20 août. Son unité de 200 hommes avait vaincu des divisions chinoises 3 fois supérieures en nombre. Ils progressèrent selon un plan d'attaque classique, persuadés que les Américains paniqueraient dans l'obscurité. Les marines attendaient, postés en position soigneusement préparée, avec des champs de tir croisés. La compagnie de Fukodome s'est retrouvée en plein carnage. Ce qui suivit défia toute doctrine tactique japonaise. Au lieu de se retrancher et de se défendre, les marines contre-attaquèrent immédiatement, dans l'obscurité, utilisant des armes automatiques avec une précision dévastatrice. Le journal de Fuku, retrouvé 3 jours après sa mort, témoigne de son choc. Ils nous ont attaqués de nuit, c'est nous qui attaquons de nuit. Ils ont traversé une jungle que nous pensions impénétrable. Ils ont tué en silence, puis ont disparu. À l'aube, il restait 90 hommes de ma compagnie. Les Américains avaient subi 12 pertes. Le même scénario se répéta de part et d'autre du canal de Guadeloupe. Les forces japonaises, habituées à des ennemis qui s'effondraient sous les charges Banzai, découvrirent des marines qui tenaient leur position jusqu'à être submergées, puis se battaient au corps à corps à la baïonnette, au couteau et à main nue. Le sergent Kenji Matsumoto, qui a survécu 4 mois sur le canal de Guadeloupe avant d'être évacué, est écrite dans une lettre interceptée par les services de l'enseignement américains. On nous a appris que les Américains étaient individualistes, qu'ils ne se sacrifieraient pas pour leurs camarades. C'est faux. J'ai vu un mitrailleur des marines continuer à tirer avec les 2 jambes, brisé jusqu'à ce que l'infanterie japonaise la batte à bout portant. Son assistant s'empara aussitôt de l'arme
et continua de tirer. Nous avons perdu 40 hommes à cause de cette position. L'entraînement des marines qui formaient de tels soldats laissait perplexes les analystes militaires japonais. Le soldat Yamamoto, qui allait plus tard affronter des marines à Ehime, en entendit parler. Pour la première fois, lors de briefings de renseignement en 1943. L'instructeur, un officier d'état-major qui avait interrogé des marines capturées, semblait sincèrement perturbé. Les marines américains subissent un entraînement qui serait considéré comme un traitement criminel dans n'importe quelle armée civilisée. Ils sont brisés mentalement et physiquement, puis reconstruits en quelque chose qui ne ressemble plus guère aux civils fragiles qu'ils étaient avant de s'engager. On leur apprend à considérer la mort au combat comme honorable, à ne jamais se rendre, à se battre jusqu'à l'épuisement physique. Cela me rappelle quelque chose. Oui, ils ont copié notre Bushido, mais ils y ont ajouté un élément auquel nous ne nous attentions pas, la capacité industrielle américaine. Cette combinaison est avérée dévastatrice. Les soldats japonais, formés au code du Bushido, préféraient la mort au déshonneur, mais leur équipement était de plus en plus inférieur à celui des Américains. Les marines subissaient un entraînement presque aussi rigoureux que celui des soldats japonais, ce qui en faisait des guerriers tout aussi prêts à mourir. Cependant, ces marines débarquèrent avec une puissance de feu écrasante qui rendit les positions japonaises intenables. 20e novembre 1943. Sur l'atoll de Tarawa, le contre-amiral Shibasaki commandait 4005 défenseurs retranchés dans des fortifications réputées imprenables. La 2e division de marine lui prouva le contraire en 76 heures. Le soldat de première classe, Tadashi Ogawa, l'un des 17 seuls survivants, japonais, raconta aux interrogateurs si et dont il avait été témoin. La première vague fut massacrée dans ces eaux. Nous en avons tué des centaines. D'autres appareils sont arrivés. La 2e vague a péri sur la plage. La 3e vague a atteint nos positions avec des lance-flammes. Ils n'ont cessé que lorsque nous étions morts ou lorsqu'ils l'étaient. Le bilan était terrible. Près de 64 100 hommes périrent à Tarawa en 76 heures. Les marines survivants avaient prouvé qu'ils atteindraient n'importe quel objectif, quel qu'en soit le prix. Des documents capturés à Saipan en 1944 ont révélé des rapports des services de renseignement japonais décrivant les marines comme des troupes de choc faisant preuve d'un dévouement fanatique à leurs objectifs. Les marines refusent les ordres de retraite et contre-attaquent même en situation de désavantage tactique. Les pertes subies par les marines n'affectent l'efficacité de l'unité que lorsque celle-ci est entièrement anéantie. Cette classification est issue d'études systématiques. Le capitaine Yoshio Kobayashi, rescapé du canal de Guadeloupe, a fourni des comparaisons détaillées. Les tactiques d'infanterie de l'armée américaine sont éprouvées et conventionnelles. Les marines, eux, opèrent différemment. Ils avancent de manière agressive, quelles que soient les pertes. Ils acceptent des pertes telles que n'importe quel commandant rationnel aurait dû s'arrêter. C'est du jamais vu. La rapidité des opérations des marines s'est avérée aussi dévastatrice que leur puissance de feu. Le lieutenant-colonel Kunio Nakagawa, qui commandait à Pelu, a planifié la défense en s'appuyant sur campagne précédente où les forces américaines avaient marqué une pause après les débarquements. Les marines ne s'arrêtèrent jamais. Ils débarquèrent le 15 septembre à 8h30 et contrôlaient la moitié du terrain d'aviation à la tombée de la nuit. Les journal di Nakagawa relate son choc, mon plan di defense est effondré, car il supposait que l'ennemi agirait de manière rationnelle. Les marines n'agissent pas de manière rationnelle. Ils agissent avec un engagement total, quelles que soient les circonstances. Cet engagement total s'est manifesté par des actions qui semblaient suicidaires aux yeux des observateurs japonais, mais qui se sont révélées d'une efficacité redoutable. Le sergent Kenji Matsumoto, capturé à Bougainville, a décrit avoir vu un peloton de marines prendre d'assaut une position fortifiée au sommet d'une colline. L'approche se faisait à découvert, balayée par les tirs de mitrailleuses provenant de 3 bunkers. La doctrine japonaise aurait exigé une importante réparation d'artillerie, suivie d'un assaut d'infanterie,
sous couvert de fumée. Le lieutenant de marine évalua la position pendant une trentaine de secondes, puis ordonna l'assaut sans aucune préparation. La section chargea droit dans le feu ennemi. 7 hommes tombèrent dans les 20 premières secondes. Les survivants atteignirent le premier bunker et le détruisirent à l'aide de grenades et de charges explosives. 3 autres hommes tombèrent lors de l'assaut du second bunker. Les marines restants s'en emparèrent. Le 3e bunker tomba aux mains des 5 derniers hommes qui y résidaient. La section déplora 12 pertes sur 37 hommes pour prendre une position que nous pensions imprenable. L'action entière dura 4 minutes de l'ordre à la fin. Ce n'était pas du courage. Il s'agissait d'une application systématique du principe de perte acceptable. Pour atteindre les objectifs plus rapidement que notre capacité de réaction, ce concept horrifia les officiers japonais, formés à valoriser la vie de leurs soldats dans le cadre de la réalisation des objectifs. Les marines, quant à eux, considéraient les pertes comme le prix de la victoire et l'assumaient sans hésitation lorsque l'objectif le justifiait. Cela créait un avantage psychologique qui dépassait la simple supériorité matérielle. Les commandants japonais, sachant que les marines accepteraient 50% de pertes pour prendre une position, étaient confrontés à destroy impossibles, défendre avec des forces insuffisantes et perdre la position. Défendre avec des forces adéquates, mais affaiblir les autres positions, abandonner la position et semer le terrain. Chaque option menait à la défaite. Seul le timing restait déterminant. Le commandant Yoshi Takahori, officier d'état-major supérieur à Yoima et rescapé de la bataille, analysa ce dilemme lors des interrogatoires d'après-guerre. Le général Kuribayashi comprit que nous ne pouvions pas arrêter les marines. Nos défenses étaient conçues pour les ralentir et leur infliger un maximum de pertes. Nous avons brillamment réussi à atteindre cet objectif. Plus de 20 000 marines ont été tuées ou blessées en 36 jours. Un tel bilan aurait anéanti la capacité de toute autre force militaire à poursuivre des opérations offensives. Les marines se renforcèrent et poursuivirent leurs attaques avec la même intensité. Nous avions calculé que leur infliger 10 000 pertes suffirait à stopper leur progression pendant au moins une semaine. Ils subirent 10 000 pertes dès la première semaine, sans que leur avancée ne ralentisse. Cela révéla un déséquilibre fondamental. Ils pouvaient remplacer leurs pertes plus rapidement que nous. Ils disposaient de 50 divisions de marine dans le Pacifique ou en entraînement aux États-Unis. Nous n'avions qu'un nombre limité de défenseurs sur chaque île. Les mathématiques ont scellé notre défaite. Les calculs allaient bien au-delà des simples effectifs. Les marines débarquèrent avec un soutien logistique qui permit des opérations soutenues d'une intensité que les forces japonaises ne pouvaient égaler. Le sous-lieutenant Toshio Yamamoto, capturé à Saipan, fut témoin de ce contraste lors d'une infiltration nocturne. J'ai dirigé une patrouille d'observation des positions américaines 3 jours après leur débarquement. Nous nous attendions à trouver des troupes épuisées et aux approvisionnements limités, comme les forces japonaises après 3 jours de combat acharnés sur une tête de pont disputée. Au lieu de cela, nous avons trouvé des marines prenant un repas chaud, recevant des munitions par camion, des tentes médicales soignant les blessés de Tamatum et des zones de repos où les unités se relayaient. Leur dépôt contenait plus de munitions que tout mon régiment. Ils disposaient de cuisines mobiles pour préparer des repas frais. Ils disposaient de douches portables et d'installations pour laver leur linge. Ils livraient la bataille la plus intense de la guerre du Pacifique et vivaient mieux que nous en garnison. Cela prouvait qu'il était impossible de les vaincre. Il ne manquerait jamais de nourriture, de munitions, de médicaments ni de renforts. La logistique américaine implacable a engendré une guerre d'usure, a favorisé les marines malgré des pertes initiales plus élevées. Les défenseurs japonais combattaient depuis des positions fixes avec des approvisionnements limités et sans renfort. Chaque perte était définitive. Chaque munition utilisée était irremplaçable. Les marines combattaient depuis une tête de pont qui s'étendait progressivement, ravitaillées quotidiennement par bateau et par avion. Les blessés étaient évacués et remplacés. Les munitions étaient illimitées. Plus la bataille durait,
plus les défenseurs japonais s'affaiblissaient tandis que les marines se renforçaient. Cette dynamique s'avéra décisive à Palelu, où la défense du colonel Nakagawa dura du 15 septembre au 27 novembre. La 1 redivision de marine subit de si lourdes pertes qu'elle fut retirée et remplacée par des éléments de la 81 division d'infanterie en octobre. Une 2 division de marine poursuivit les opérations jusqu'à son relève par des unités de l'armée de terre. La bataille, que les stratèges japonais estimaient durer une semaine, dura finalement 11 semaines. Les défenseurs japonais infligèrent plus de 10 000 pertes aux Américains, mais ces derniers pouvaient supporter ces pertes et poursuivre leur offensive. Le Japon, en revanche, ne pouvait se permettre de défendre chaque île à un tel coût. La situation était intenable. Cette intenabilité devint évidente pour l'état-major japonais dès le milieu de l'année 1944. Les synthèses de renseignements distribuées aux commandants de garnison reconnaissaient qu'il était impossible d'arrêter les marines, seulement de les ralentir. Un document capturé à Tignan contenait des directives révélant l'abandon total de tout espoir de victoire. Lors d'une défense contre un assaut des marines, il ne fallait pas s'attendre à tenir les positions indéfiniment. L'objectif était de retarder suffisamment l'avancée américaine pour permettre la réalisation d'autres objectifs stratégiques. Chaque jour de résistance compte. Chaque marine tuée ou blessée compte. Mais comprenez que la position finira par tomber. Préparez-vous en conséquence. Stockez un maximum de munitions. Créez des positions défensives redondantes. Prévoyez un repli progressif. Acceptez la probabilité de mourir en défendant. Votre sacrifice donne du temps à l'Empire. Il y a de l'honneur dans ce sacrifice. Même sans victoire, ce sombre calcul a défini la stratégie défensive japonaise pour la dernière année de la guerre du Pacifique. Les défenseurs ne combattaient plus pour gagner des batailles, mais pour les rendre, si coûteuses que les Américains pourraient négocier plutôt qu'envahir le Japon. En acceptant des pertes qui auraient contraint d'autres armées à s'arrêter, les marines ont neutralisé cette stratégie. Ils ont payé le prix exigé et ont continué leur progression. Aucun sacrifice n'était trop grand. Aucune position n'était trop forte. L'offensive ne cessa jamais. Le soldat Tadashi Gawa, l'un des rares survivants de Terawa, décrivit plus tard l'impact psychologique d'affronter un tel ennemi. Après la première journée de combat, nous savions que nous allions perdre. Les marines avaient débarqué en force écrasante. Leurs tirs navals détruisaient nos positions. Leur appui aérien nous bombardait sans relâche. Mais nous pensions encore pouvoir leur infliger un prix si terrible qu'ils renonceraient à toute invasion future. Puis nous les avons vus poursuivre leur attaque malgré des pertes effroyables. Ils ont traversé un feu nourri de mitrailleuses qui a fait des dizaines de morts. D'autres marines les ont suivis. Nous les avons tués aussi. Nous avons combattu pendant 3 jours avec un engagement total. Nous leur avons infligé des milliers de pertes. Nous sommes morts presque jusqu'au dernier et les marines ont pris Tarawa comme prévu. Ils payèrent le prix exigé et poursuivirent leur avancée à travers le Pacifique. C'est alors que nous comprîmes que la guerre était perdue. Un ennemi prêt à tout pour gagner ne peut être vaincu en lui imposant un prix élevé. Cette prise de conscience se répandit dans l'armée japonaise, les survivants, de chaque bataille, transmettant leur expérience à la suivante. Au moment du débarquement des marines à Iwima, en février 1945, chaque défenseur japonais savait qu'il affrontait l'ennemi le plus implacable du Pacifique. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils savaient que les marines prendraient l'île. La seule question était de savoir combien de marines périraient avec eux. Le plan défensif du général Kuribayashi prenait en compte ces réalités et fondait sa stratégie sur elles. Ces ordres aux troupes reconnaissaient c'est que la propagande officielle niait. Nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Nous pouvons seulement infliger des pertes aux Américains pour chaque mètre de terrain gagné. Telle est notre mission. Accepter la mort. Faire des victimes. Retarder leur progression. Voilà comment nous servons l'Empire dans ces heures les plus sombres. Cette analyse s'est avérée juste bataille après bataille. Le 19e février 1945, jour du débarquement, les rapports d'enquête Onima ont fourni l'analyse militaire japonaise la plus complète des capacités des marines. Le général
Tadamichi Kuribayashi, sans doute le commandant défensif, le plus compétent que le Japon ait jamais déployé dans le Pacifique, a passé des mois à étudier les tactiques des marines et à concevoir des défenses spécifiquement destinées à les contrer. Ces préparatifs étaient extraordinaires. Mais avant même que je puisse vérifier les théories de Kuribayashi, les commandos de marine avaient déjà démontré des capacités hors du commun. Ces unités d'élite menaient des opérations d'infiltration en profondeur, qui semaient une terreur disproportionnée à leurs effectifs réduits. Les forces japonaises découvrirent que ces commandos opéraient de nuit avec une efficacité redoutable. Le colonel Konoichiki l'apprit à ses dépens sur le canal de Guadal en août 1942. Ces 900 hommes avaient vaincu les forces chinoises grâce à des attaques nocturnes audacieuses. La doctrine japonaise affirmait que les Américains craignaient l'obscurité. Ichiki planifia un assaut nocturne classique contre les positions des marines sur le fleuve Tanaru. Les commandos du 1 Air Bataillon de commandos de marine attendaient en position. Les hommes d'Ichiki pénétrèrent dans la rivière à 1h30 le 20 et 1 août. Les commandos ouvrirent le feu à bout, portant avec des armes automatiques, appuyées par l'artillerie prépositionnée. Le combat dura 20 minutes. Les pertes japonaises dépassèrent 700 morts. Les pertes chez les marines s'élevèrent à 35. Les commandos furent finalement dissous et intégrés aux divisions régulières de marine en 10. 944, mais leurs tactiques se répandirent dans tout le corps des marines. BIA, l'infanterie de marine standard, employait des techniques mises au point par les commandos. Des patrouilles nocturnes effectuaient des reconnaissances continues. De petites unités prenaient des décisions de manière autonome. Les communications permettaient une coordination sans précédent. Il en résulta un ennemi qui combattait 24 heures sur 24, avec une intensité que les forces japonaises ne pouvaient soutenir. Le caporal Hideo Takahashi, qui a combattu sur 3 îles avant d'être capturé, à Okinawa, a résumé l'expérience, les Marines ont jamais cessé. Attaques diurnes avec une puissance d'effet écrasante. Attaques nocturnes, menées par de petites unités infiltrant nos positions. Harcèlement d'artillerie constant nous empêchant de nous reposer. Attaques aériennes tout au long de la journée. Nous avons subi une pression continue du débarquement à la défaite. Les forces japonaises contrôlaient traditionnellement la nuit et pouvaient se reposer et se regrouper après les combats de jour. Face aux marines, il n'y avait pas de répit. Pas de répit. C'était un combat incessant jusqu'à la mort ou la capture, une guerre industrielle menée sans merci. L'aspect industriel des opérations navales fascinait autant qu'il terrifiait les analystes militaires japonais. Contrairement aux forces japonaises, qui s'appuyaient sur le moral et le sacrifice individuel pour surmonter les limitations matérielles, les marines appliquaient systématiquement une force maximale à chaque problème. Face à une position fortifiée, ils ne comptaient ni sur le courage ni sur des tactiques ingénieuses. Ils repéraient la position, faisaient appel à l'artillerie, qui tirait des centaines d'obus pour la détruire, déployaient des chars lance-flammes pour incinérer les survivants, puis envoyaient l'infanterie sécuriser la position. Si la résistance persistait, les tirs de destroyers ou de cuirassés raseraient la zone. Cette destruction méthodique était d'une efficacité terrifiante. Le sous-lieutenant Saburo Endo, observateur d'artillerie avancé à Saipan, a suivi les tactiques. Interarmes des marines lors du débarquement de juin 1944. Son journal a consigné des observations détaillées. Les marines débarquèrent sous le feu nourri des navires de guerre qui pilonnèrent, sans relâche, pendant 3 heures avant que la première péniche ne touche le sol. L'aviation bombarda nos positions pendant 2 heures avant le débarquement. Une fois à terre, chaque mouvement des marines était appuyé par des chars, de l'artillerie, des tirs navals et des frappes aériennes. Ils progressèrent lentement et avec prudence, détruisant tout sur leur passage. Lorsque nous les avons stoppés à leur position préparée, ils ont fait appel à des cuirassés qui ont littéralement rasé des collines entières. Ils n'ont pas cherché à prendre nos positions par la bravoure ou par des tactiques ingénieuses. Ils ont utilisé une force écrasante pour les neutraliser, puis ont avancé. C'est pas la guerre telle que nous la concevons.
Il s'agit d'une destruction industrielle appliquée systématiquement jusqu'à ce que toute résistance devienne impossible. Nous nous battions avec des fusils et des mitrailleuses légères. Ils se battaient avec les ressources de toute une nation industrialisée. Les observations d'Ando ont mis en lumière ce que de nombreux soldats japonais ont compris trop tard. La guerre du Pacifique n'était pas une épreuve de courage guerrier, ni d'excellence tactique. C'était un affrontement entre la base industrielle limitée du Japon, impériale, et la capacité de production écrasante des États-Unis. Les marines représentaient le fer de lance de cette production. Des guerriers entraînés à exploiter sans pitié les avantages américains, tout en acceptant des pertes, qui leur permettaient de compenser leur supériorité numérique et leur capacité de remplacement. Face à un tel ennemi, le courage et l'habileté tactique des Japonais ne pesaient rien. L'issue était mathématiquement déterminée dès le départ. Seule la durée et le coût restaient variables. Kuribayashi interdit les charges banzai qui avaient coûté la vie à de nombreux Japonais lors des batailles précédentes. Il mit en place une défense en profondeur, qui canalisait les marines vers des zones de combat protégées par de multiples bunkers. Il positionna l'artillerie de manière à déclencher des tirs dévastateurs sur les plages de débarquement. Il fit construire 18 km de tunnels relayant 1500 positions troglodytiques. Chaque approche était surveillée par les tirs de mortier et d'artillerie. La plage était un piège mortel. 3 divisions de marine, soit 70 000 hommes, débarquèrent à Ewima le 19 février. Les défenses de Kuribayashi fonctionnèrent comme prévu. Les bombardements navals n'égratignèrent que très légèrement les fortifications. Les marines débarquèrent par vagues successives et subirent immédiatement des pertes catastrophiques. En quelques minutes, le sable volcanique noir était jonché de morts et de blessés. Les observateurs d'artillerie japonais ordonnèrent des tirs parfaitement coordonnés. L'assaut semblait voué à l'échec. Alors se produisit un événement imprévu par Kuribayashi, malgré son expérience des batailles précédentes. Les marines ne se replièrent pas pour se regrouper. Ils avancèrent sous le feu de l'artillerie. Ils repérèrent les brèches dans les positions japonaises et les exploitèrent. Lorsque les bunkers stoppaient l'avancée, des équipes de démolition rampaient sous le feu ennemi pour les détruire. À leur mort, d'autres marines prenaient leur place. L'attaque ne cessa jamais. Le soldat de première classe, Tadashi Yamamoto, observait depuis son bunker les marines prendre d'assaut la position à sa droite. Son journal relate l'incompréhension des défenseurs japonais. Une équipe de lance-flammes de la marine s'est approchée du bunker. Nous avons abattu l'opérateur. Son assistant a ramassé l'arme et a continué. Nous l'avons tué. Un troisième marine a pris l'arme. Nous l'avons grièvement blessé. Il a continué à tirer jusqu'à épuisement de son arme. Il a alors lancé des grenades dans les meurtrières jusqu'à ce que nous le tuions. À ce moment-là, les sapeurs démineurs avaient atteint l'entrée du bunker. La position était perdue. Cela s'est produit 30 fois au cours de la première heure. Comment vaincre des hommes qui ne s'arrêtent jamais? La réponse, comme l'ont découvert les défenseurs japonais, est que c'est impossible. L'arithmétique brutale des Ōhima a démontré la doctrine des marines dans sa forme la plus pure. 70 000 marines ont débarqué. On dénombra 26 000 victimes, dont près de 7 000 morts. Quant aux 20 et 1 000 défenseurs japonais, tous périrent, à l'exception de 600 prisonniers, la plupart inconscients ou trop blessés pour résister. Les marines payèrent un tribut presque inimaginable, mais atteignirent tous leurs objectifs. Kuribayashi lui-même, qui survécut jusqu'à la fin mars 1945, rédigea son bilan final dans un message clandestinement transmis à Tokyo avant l'effondrement de la position. Les marines constituent la force de combat la plus efficace que j'ai jamais rencontrée. Ils possèdent plusieurs atouts qui les rendent particulièrement redoutables. Premièrement, leur entraînement forge des soldats prêts à accepter des pertes qui anéantiraient d'autres unités. Deuxièmement, leur puissance de feu surpasse la nôtre d'un facteur 5 pour 1 en artillerie et de 10 pour 1 en appui aérien. Troisièmement, leurs officiers subalternes prennent des décisions au niveau de l'escouade, alors que nos officiers les prennent au niveau de la compagnie, ce qui leur permet d'exploiter les opportunités plus rapidement que nous ne pouvons réagir. Quatrièmement, et surtout, ils n'arrêtent jamais d'attaquer. Aucune défense ne peut résister indéfiniment à cette combinaison. Ce dernier point a terrifié les défenseurs japonais dans tout le Pacifique. Les soldats,
pouvaient accepter la défaite au combat. Ils pouvaient comprendre d'être en infériorité numérique ou tactique. Ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'était un ennemi qui refusait obstinément de s'arrêter, quelles que soient les pertes. Le caporal Hideo Takahashi, qui avait combattu sur 3 îles avant d'être capturé à Okinawa, expliquait dans une interview d'après-guerre: « Il faut comprendre la différence entre les Marines et les autres forces américaines. Les unités de l'armée de terre attaqueraient, subiraient des pertes, puis se replieraient pour se réorganiser. C'est une doctrine militaire sensée. Les Marines, eux, attaqueraient, subiraient des pertes et continueraient l'attaque en contournant les corps de leurs morts. C'est pas une doctrine militaire, c'est tout autre chose. La qualité qui faisait la crainte des marines était délibérément forgée par un entraînement qui brisait les recrues jusqu'à l'épuisement, puis les reconstruisait en guerriers dont l'identité était indissociable de cette essence même. Parmi les documents saisis à Saipan figuraient les rapports d'interrogatoire d'un marine prisonnier, qui expliquait cette transformation à des officiers du renseignement japonais déconcertés. Le camp d'entraînement dure 8 semaines. Pendant les 4 premières semaines, les instructeurs détruisent toute trace de civilisation chez la recrue. On vous dit que vous ne valez rien, que vous ne serez jamais un marine, que vous devriez démissionner et vous engager dans l'armée de terre. Les sévices sont psychologiques et physiques. On vous pousse à bout jusqu'à ce que vous pensiez ne plus pouvoir continuer, puis on vous pousse encore plus loin. Ceux qui abandonnent sont publiquement humiliés. Ceux qui restent apprennent que la reddition n'est pas une option. Le rapport d'interrogatoire mentionne la réaction de l'officier japonais. Cela ressemble à notre propre entraînement, mais de manière plus systématique. Cependant, le prisonnier marine a ensuite décrit quelque chose d'inédit dans l'entraînement militaire japonais. Durant les 4 dernières semaines, les instructeurs vous transforment en marine. Vous apprenez que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même, que chaque marine ayant jamais vécu est votre frère d'armes. Cela a engendré une situation unique. Les marines se battaient car échouer revenait à trahir tous leurs prédécesseurs. La pression psychologique forgeait des combattants, prêts à avancer malgré l'impératif rationnel de s'arrêter. Les forces japonaises ont été confrontées à cette mentalité dans sa forme la plus extrême lors des charges Banzai qui auraient dû réussir, mais qui ont connu un échec catastrophique. Les 24e octobre 1944, le colonel Takuya Takasha mena environ 3000 soldats japonais dans une ultime charge Banzai contre les positions des marines. La doctrine japonaise affirmait qu'un tel assaut, mené avec un engagement absolu, briserait toute défense par sa férocité et la peur d'être submergé. Les marines de la 27e division d'infanterie, positionnées sur la trajectoire, l'attaque dormait pour la plupart lorsque la charge débuta à 3 heures du matin. Les soldats japonais déferlèrent sur les lignes des marines en hurlant, baïonnettes au canon, et submergèrent les positions avancées par leur supériorité numérique. La doctrine traditionnelle aurait préconisé une retraite en combattant pour se regrouper. Les marines contre-attaquèrent immédiatement. Officiers et sergents organisèrent des positions défensives désespérées au point stratégique. Les marines utilisèrent toutes les armes à leur disposition, des tirs, d'artillerie à bout portant au couteau de tranchée au corps à corps. Les combats durèrent 4 heures. À l'aube, les corps des Japonais jonchaient une zone sur 500 mètres de profondeur. Les pertes américaines s'élevèrent à 90 morts et 247 blessés. 3000 soldats japonais périrent. Le soldat de première classe, Teishi Yoshida, survécut à la charge, grièvement blessé. Son rapport d'interrogatoire, rédigé 3 jours plus tard, témoigne du choc ressenti par les soldats japonais. On nous a dit que les Américains craignaient le combat rapproché, qu'ils appuyaient sur la puissance de feu parce qu'ils étaient au fond des lâches. Nous avons chargé leur position, persuadés de les faire céder. Ils nous ont affrontés au corps à corps et nous ont vaincus. J'ai vu un sergent des marines abattre 7 hommes à la baïonnette et au pistolet avant de tomber. Ce n'est pas de la lâcheté. On nous a menti. Ces mensonges concernaient tous les aspects des capacités des marines. Propagande japonaise avait passé des années à dépeindre les Américains comme un peuple faible et individualiste, incapable de supporter les épreuves. Les marines dormant dans des trous remplis d'eau,
mangeant des rations froides pendant des semaines, combattant, sous une chaleur de 38 degrés avec 80% d'humidité, contredisaient ces affirmations. Les soldats japonais, censés être entraînés à résister aux épreuves les plus difficiles, voyaient les marines prospérer dans des conditions qui mettaient leur endurance à rude épreuve. Le caporal Kenji Matsumoto, rescapé du canal de Guadeloupe avant d'être transféré à Bougainville, où il fut fait prisonnier en février 1944, décrivit ces contrastes saisissants. Dès septembre 1942, nos rations étaient réduites, 2 portions de riz par jour, parfois moins. Nous complétions avec tout ce que nous trouvions de comestible dans la jungle. Nous avons vu les marines prendre 3 repas complets par jour, parfois plus. Ils étaient régulièrement ravitaillés par voie aérienne et maritime. Ils disposaient d'eau potable, de fournitures médicales et de munitions en quantité illimitée. Nous avons compris que nous combattions un ennemi qui ne serait jamais à court de ressources. Cette prise de conscience nous a profondément marqués. La supériorité matérielle des marines était dévastatrice. Face à des bunkers fortifiés, ils faisaient appel à l'artillerie qui déversait des centaines d'obus en quelques minutes, déployait des chars Sherman équipés de lance-flammes et utilisait des tirs navals capables de raser des collines. En cas d'échec, des équipes de démolition plaçaient des centaines de kilos d'explosifs contre les positions ennemies. Le lieutenant Shigeru Fuku, avant de mourir au canal de Guadal, a rédigé l'analyse, la plus complète des tactiques interarmes des marines capturées pendant la guerre. Les marines ne combattent pas des soldats isolés. Ils combattent les éléments d'une seule et même machine. Les fusiliers fixent notre position. Les mitrailleuses étouffent nos tirs. Les mortimers déploient de la fumée pour aveugler nos observateurs. L'artillerie détruit nos bunkers. Les chars avancent, suivis de l'infanterie. Les avions bombardent toute position hors de portée de l'artillerie. Ces bombardements ont lieu quelques minutes après l'engagement, coordonnés par des officiers subalternes utilisant la radio. Nous ne possédons pas ce type de moyens. Nous ne pouvons pas contrer cette tactique, car nous ne pouvons pas coordonner nos actions aussi rapidement. Avant même que notre commandant ne comprenne la situation et ne donne ses ordres, les marines ont déjà exploité notre faiblesse. Cette rapidité d'exécution a été rendue possible par la délégation d'autorité des marines au niveau le plus bas possible. Des sergents ont pris des décisions que la doctrine japonaise réservait aux capitaines. Des caporaux ont mené des assauts qui, dans l'armée impériale japonaise, exigeaient l'autorité d'un lieutenant. Il en résulta un ennemi capable de s'adapter plus vite que les forces japonaises ne pouvaient réagir. Lorsqu'un bunker stoppait l'avancée des marines, un sergent redirigeait immédiatement l'attaque par un autre chemin, tout en demandant un appui-feu, sans attendre d'ordre supérieur. Les défenseurs japonais se retrouvaient souvent à combattre des ennemis surgissant de directions inattendues, car les marines avaient identifié et exploité les faiblesses avant même que les commandants japonais ne les remarquent. L'arme la plus redoutée des marines n'était ni le fusil ni l'artillerie. C'était le lance-flamme. Les soldats japonais, entraînés à mourir avec honneur au combat, découvrirent que les lance-flammes n'offraient aucune mort honorable. Le caporal Hideo Takahashi, capturé à Okinawa avec des brûlures sur 40% de son corps, décrivit, elle, impact psychologique. On nous avait appris à considérer la mort au combat comme glorieuse. La mort par balle, baïonnette, artillerie. Ce sont des morts de guerriers. Le feu, c'est autre chose. On voit les flammes se rapprocher de sa position. Vous sentez l'odeur de vos camarades qui brûlent vifs. Vous entendez leurs cris. Il n'y a aucune gloire dans cette mort. C'est un massacre industriel. Voilà ce que les marines avaient compris, contrairement à nous, la guerre moderne ne laisse aucune place à la gloire. Il s'agit d'éliminer l'ennemi le plus efficacement possible avec les meilleurs moyens disponibles. Cette prise de conscience est arrivée trop tard pour la plupart des défenseurs japonais. En 1944, chaque soldat japonais du Pacifique savait qu'affronter les marines revenait à se confronter à la combinaison la plus redoutable d'entraînement, d'équipement et de doctrine dont disposaient les Américains. Les rapports de renseignement distribués aux garnisons décrivaient les marines avec un mélange de respect et de crainte frôlant la superstition. Un document capturé à Tignan en juillet 1944 fournissait
Des instructions détaillées sur la défense contre les assauts des marines. Ce rapport reconnaissait plusieurs faits qui contredisaient des années de propagande japonaise. Premièrement, les marines sont en moyenne physiquement plus grands et plus forts que les soldats japonais grâce à une meilleure alimentation dès l'enfance. Deuxièmement, ils reçoivent davantage de munitions, de meilleures armes, un équipement plus fiable que les troupes de l'armée impériale japonaise. Troisièmement, leur entraînement met l'accent sur la précision au tir, à un degré inégalé par les forces japonaises. Un fusilier marin moyen peut atteindre des cibles à des distances inaccessibles à nos soldats. Quatrièmement, les marines bénéficient d'un soutien aérien et naval que nous ne pouvons égaler ni contrer. Cinquièmement, et surtout, les marines sont entraînés à considérer la reddition comme inacceptable. Ils se battront jusqu'à la mort ou la victoire. Il n'y a pas d'autre option. Le rapport fournissait ensuite des directives tactiques révélant l'effondrement total de la confiance japonaise. Face aux marines, ne vous attendez pas à une retraite. Ne présumez pas que les pertes affecteront leur morale. Ne croyez pas que la supériorité numérique constitue un avantage, car leur puissance de feu compense largement cette supériorité. N'essayez pas de charge banzai, à moins d'être en dernier recours, car les marines anéantiront les troupes ennemies à l'aide d'armes automatiques et d'artillerie. Ne vous attendez pas à ce qu'ils craignent les attaques nocturnes, car ils sont redoutables dans l'obscurité. La seule défense efficace consiste en des positions préparées, protégées par des champs de tir croisés, avec de multiples positions de repli préparées à l'avance, en sachant que la position finira par tomber. L'objectif n'est pas d'arrêter les marines, mais de leur infliger un maximum de pertes avant que la position ne soit submergée. Cette doctrine défensive reconnaissait la réalité, mais n'offrait aucune perspective de victoire. Le général Tatamichi Kuribayashi, qui préparait les défenses d'Iojima, début 1945, l'avait parfaitement compris. Il écrivit à sa femme, en janvier, une mois avant l'invasion. On m'y demandait d'y défendre Evima contre les Marines Americans. Il s'agit d'un problème mathématique à solution unique. Les marines débarqueront avec 70 000 hommes. Ils auront la maîtrise totale des mers et des airs. Ils disposeront de munitions et de ravitaillement en quantité illimitée. Ils attaqueront jusqu'à la chute d'Iwo-Jima. Ma mission n'est pas de les vaincre, c'est impossible. Ma mission est de leur infliger un prix si terrible que les Américains renoncent à envahir l'archipel. Chaque jour où je les maintiens au combat est un jour de plus où l'Empire doit se préparer. Chaque marine tuée est un ennemi de moins dans la bataille finale. La stratégie de Kuribayashi reflétait l'évolution de la doctrine défensive japonaise, passant d'une agression assurée à une guerre d'usure désespérée. Les marines qui débarquèrent à Iwo-Jima le 19 février se heurtèrent à des défenses conçues non pas pour les repousser, mais pour les saigner à blanc et briser ainsi la détermination américaine. Chaque bunker était conçu pour nécessiter un assaut direct. Chaque entrée de grotte était couverte par de multiples positions de tir. Chaque mètre de terrain coûtait des vies. La stratégie a échoué par méconnaissance des mœurs marines. Les lourdes pertes n'ont pas entamé le moral des marines. Au contraire, elles l'ont renforcé. Chaque marine tombée au combat réclamait vengeance. Chaque jour de combat acharné renforçait la détermination des survivants à vaincre. Plus les combats s'intensifiaient, plus les marines se battaient avec acharnement. Cette attitude était incompréhensible pour la pensée militaire japonaise, qui supposait que même les troupes les plus fanatiques avaient leurs limites. Le soldat de première classe Tadashi Yamamoto, qui survécut jusqu'au 10 mars avant de mourir dans son bunker, écrivit sa dernière entrée du journal La Veille au soir. Diman, les Marines atteindront cette position. Nous en avons tué des centaines ces 3 dernières semaines. D'autres arrivent chaque jour. Ils ne faiblissent pas. Ils ne ralentissent pas. Ils ne s'arrêtent jamais. Je croyais que notre esprit était plus fort que le matérialisme américain. Je me trompais. Les marines ont à la fois l'esprit et les moyens. Ils ont un courage égal au nôtre, alliés à des armes et des ressources que nous ne pouvons égaler. Ils sont ce que nous prétendons être. Nous sommes ce que nous prétendions qu'ils étaient. C'est la vérité que nous connaissons en mourant. Son bunker fut détruit le lendemain matin,
par une équipe de démolition de la marine après 6 heures de combat qui coûtèrent la vie aux 11 défenseurs et blessèrent 3 marines. La prise de cette position retarda l'avancée des marines de 40 minutes avant d'être contournée par d'autres unités qui poursuivirent leur progression, tandis que les sapeurs détruisaient le bunker. Ce scénario se répéta des milliers de fois à travers Iwo Jima. Les défenseurs japonais se battirent avec un courage désespéré, infligeant des pertes terribles pour n'obtenir rien d'autre que leur propre mort. La campagne prit fin le 26 mars. Les statistiques finales racontèrent l'histoire de ce qui s'était passé lorsque les marines affrontèrent les meilleures défenses que le Japon avait pu ériger. 21 000 défenseurs japonais périrent. 1,6 million se rendirent, la plupart parce qu'ils étaient inconscients ou physiquement incapables de résister. Les marines ont subi 26 000 pertes sur 70 000 hommes engagés, soit près de 40% de pertes. Toute autre force militaire aurait eu besoin de plusieurs mois pour s'en remettre. 3 E, 4 E et 5 E divisions de marine étaient de nouveau opérationnelles en moins de 6 semaines. Cette capacité à encaisser les pertes et à poursuivre le combat devint la caractéristique déterminante qui terrifiait le plus les défenseurs japonais. Le caporal Kenji Matsumoto, emprisonné à Hawaï après sa capture, expliqua dans une interview de 1946 « Sikir sentaient les soldats japonais face aux marines. Les païens étaient dit savoir qu'ils ne es arrêtraient jamais. On pouvait anéantir la moitié une unité de marine et les survivants continueraient l'attaque. Vous pouviez blesser leur chef et leur sergent prendrait le commandement. Vous pouviez les combattre jusqu'à l'épuisement et ils attaqueraient de nouveau le lendemain. Il n'y avait aucun moyen de gagner. Vous ne pouviez que les tuer jusqu'à ce qu'ils vous tuent. C'est pas la guerre, c'est un anéantissement mutuel. Et les marines étaient plus nombreux que nous. La capacité industrielle américaine à produire des vagues de marines de remplacement a stupéfié les stratèges militaires japonais. Des rapports de renseignement de fin 1944 indiquaient que les divisions de marine avaient subi 75% de pertes à Pleu en septembre 1944 avant de retrouver leurs effectifs complets en 3 mois. Ces renforts débarquèrent à Iwo Jima en février et combattirent avec la même efficacité que les vétérans. Cette capacité à régénérer des unités vaincues était hors de portée des Japonais. L'armée impériale japonaise ne disposait d'aucun système d'entraînement comparable, ni d'aucun dispositif de relève permettant de maintenir la qualité des unités tout en absorbant des pertes catastrophiques. L'efficacité américaine s'étendait à tous les aspects des opérations maritimes. Les marines blessées recevaient des soins médicaux quelques minutes après avoir été touchées. L'évacuation sanitaire par voie aérienne et maritime permettait de transférer les blessés du champ de bataille à un navire-hôpital en quelques heures. Plasma sanguine, antibiotics, soins chirurgicaux. Des vies sauvées à un rythme sans précédent dans l'histoire militaire. Les blessés japonais mouraient souvent par manque de matériel médical, d'infections ou de blessures que la médecine américaine traitait couramment. Des soldats japonais capturés voyaient des marines qui auraient dû succomber à des blessures fatales pour leurs compatriotes, survivre et reprendre le combat. L'humiliation suprême survint après la capitulation du Japon en août 1945. Les marines occupèrent les îles japonaises, s'attendant à une résistance de la population endoctrinée, prête à mourir plutôt qu'à se soumettre. Au lieu de cela, ils trouvèrent des gens épuisés, reconnaissant que la guerre soit terminée. Le soldat de première classe Teishi Yoshida, rapatrié en 1946 après s'être remis de 16 blessures reçues à Saipan, a décrit son retour chez lui. Tout ce qu'on nous a dit était mensonge. Les marines n'ont pas torturé les prisonniers. Ils nous ont fourni nourriture, soins médicaux et abris. Ils nous ont mieux traités que nos propres officiers. Les Américains n'étaient pas des barbares. C'étaient nous les barbares. Cette révélation a anéanti ce qui restait de notre foi en l'Empire. Des milliers d'anciens soldats japonais sont parvenus à des conclusions similaires. Les rapports d'interrogatoire d'après-guerre ont mis en lumière des thèmes. Commons. Les respect des qualités des combattants des Marines. L'amertume
envers les dirigeants japonais qui avaient menti sur les capacités américaines. La reconnaissance que la guerre était perdue d'avance, car le Japon ne pouvait rivaliser, ni avec la puissance industrielle américaine, ni avec la qualité de combat des marines. L'évaluation la plus complète provient du dernier message du général Tadamichi Kuribayashi depuis Ewaima, transmis par radio dans un moment de détresse le 21 mars, 5 jours avant la chute de l'île. Il écrivait « J'ai combattu les Marines pendant 31 jours. Ce sont les meilleurs soldats que j'ai jamais rencontrés. Leur entraînement est supérieur. Leur équipement est impressionnant. Leur courage égale le nôtre. Et ils sont innombrables. Le Japon ne peut vaincre un tel ennemi. Nous ne pouvons que mourir en les combattant et espérer que notre sacrifice nous permettra de gagner du temps pour des négociations de paix qui préserveront ce qui fait notre nation. À mes camarades officiers qui se préparent à défendre l'archipel, sachez ceci. Les marines viendront. Vous ne pouvez pas les arrêter. Vous pouvez seulement leur faire payer le prix fort pour chaque mètre de terrain conquis. Peut-être que si le prix est suffisamment élevé, ils négocieront plutôt que de tout détruire. C'était notre seul espoir. Cet espoir s'est éteint avec les bombes atomiques en août. Mais l'analyse de Kuribayashi concernant les marines s'est avérée juste. Ils ont été le fer de lance qui a percé les lignes de défense japonaises dans le Pacifique. Ils payèrent un prix terrible avec des pertes qui auraient anéanti des organisations moins fortes. Ils ne cédèrent jamais, ne reculèrent jamais, n'abandonnèrent jamais aucun objectif. Ils incarnaient parfaitement ce que la propagande japonaise décrivait de l'armée impériale japonaise. Des guerriers invincibles, prêts à se battre jusqu'à la mort plutôt que d'accepter la défaite. L'ironie ultime fut que les marines y parvinrent grâce à un entraînement systématique et un soutien matériel massif, et non grâce à un esprit guerrier mystique ou à une supériorité raciale. Ils prouvèrent que la guerre moderne exigeait à la fois du courage et une capacité industrielle, de l'entraînement et de la technologie, des sacrifices individuels et des ressources nationales. Le Japon avait le courage et l'entraînement, l'Amérique avait tout. Les marines incarnaient cette plénitude d'une manière qu'aucune autre unité américaine n'a égalée. Les vétérans japonais reconnaissaient cette distinction. Le caporal Hideo Takahashi, interviewé en 1975 alors, qu'il était âgé, résumait ce que sa génération avait appris en combattant. Chez les Marines, on nous a enseigné que l'esprit triomphait dit. La matière, que notre volonté de mourir nous rendait invincibles. Les marines nous ont appris que l'esprit et le matériel peuvent vaincre, mais pas l'esprit seul. Ils étaient aussi prêts à mourir que nous. Ils disposaient de chars Sherman, de la puissance de feu de la marine, de munitions illimitées, de la supériorité aérienne, de soins médicaux, de vivres et de toutes les ressources américaines. Nous n'avions que nos fusils, notre courage et la promesse de la victoire. Cela ne suffisait pas. Cela ne suffirait jamais. Les marines l'ont prouvé sur chaque île conquise. Les statistiques confirment cette conclusion. Les marines ont combattu dans toutes les grandes campagnes du Pacifique, du canal de Guadalcanal. En août 1942, à Okinawa, en juin 1945. Ils ont subi 86 000 pertes, dont 19 500 morts. Mais ils n'ont jamais manqué un objectif, n'ont jamais abandonné une position conquise et n'ont jamais donné aux forces japonaises de raison de croire que les marines pouvaient être vaincues par une supériorité tactique ou un esprit combatif supérieur. Le prix à payer fut terrible. Les résultats furent sans appel. Les analystes militaires japonais qui étudièrent les opérations des marines après la guerre parvinrent à des conclusions unanimes. Les Marines representent expression ultime de la puissance militaire américaine. Ils alliaient l'éthique guerrière propre au Bushido japonais à des ressources industrielles, à la capacité de production américaine. Ils formaient des soldats prêts à mourir pour la victoire tout en leur fournissant les armes et le soutien nécessaire pour la remporter. Cette combinaison était imbattable. Les leçons apprises arrivèrent trop tard pour les 20 et 1 000 soldats japonais qui affrontèrent les marines à Ewaima, pour les 30 000 qui les combattirent, à Okinawa, ou pour les centaines de milliers qui se préparaient à les affronter sur le territoire japonais avant que la capitulation ne mette fin à la guerre. Ces hommes savaient seulement
que les marines étaient l'ennemi qu'ils craignaient. Le plus, l'ennemi que leurs officiers étaient incapables d'arrêter. L'ennemi qui continuerait d'avancer sans relâche quelles que soient les pertes, jusqu'à ce que chaque défenseur japonais soit anéanti. Le dernier passage du journal du soldat de première classe, Tadashi Yamamoto, écrit quelques heures avant sa mort dans un bunker sur l'île d'Ewiima, témoigne de cette prise de conscience. Il va écrite. Les Marines vaincront non pas parce qu'ils sont plus courageux que nous, non pas parce qu'ils désirent davantage la victoire. Ils vaincront parce que leur nation leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour gagner. Et ils utiliseront ces ressources sans pitié jusqu'à ce que nous soyons tous morts. Voilà la vérité que nos dirigeants auraient dû nous dire. Nous sommes des samouraïs qui combattent à l'épée contre des hommes, armés de mitrailleuses, animés eux aussi par l'esprit des samouraïs. Il n'y a jamais eu d'espoir. Il n'y avait que la mort. Son bunker tomba le lendemain. Les marines qui le dégagèrent trouvèrent son journal et le transmirent aux officiers du renseignement, qui le traduisirent et le classèrent parmi des milliers de documents similaires. Ces mots exprimaient une vérité que les soldats japonais du Pacifique avaient apprise alors. Depends, combattre les Marines, si en était pas combattre die autres forces américaines. Il ne s'agissait pas de combattre les Britanniques, les Chinois ou tout autre ennemi. Il s'agissait d'affronter un adversaire qui réunissait tout ce que le Japon prétendait posséder et tout ce qui lui manquait. Cette combinaison faisait des marines l'ennemi le plus redouté des soldats japonais. Les statistiques en révèlent une partie. Les batailles en disent long. Mais les témoignages des soldats japonais survivants révèlent toute la vérité. Ils ont combattu des hommes inflexibles, qui refusaient de se rendre, qui préféraient mourir plutôt que d'accepter la défaite et qui disposaient des armes et du soutien nécessaire pour rendre cette détermination dévastatrice. Face à un tel ennemi, le courage seul ne suffisait pas. L'entraînement ne suffisait pas. La détermination ne suffisait pas. Rien ne suffisait, hormis la reddition ou la mort. L'armée japonaise a choisi la mort. Les marines ont atteint leur objectif avec une efficacité méthodique. C'est pourquoi les soldats japonais craignaient d'affronter les marines plus que toute autre unité. Les marines ont affirmé qu'ils atteindraient l'objectif et ils l'ont atteint. Ils ont déclaré être prêts à tout et ils ont payé le prix fort. Ils n'ont jamais cessé. Les défenseurs japonais ont découvert que le courage ne valait rien face à un ennemi aussi déterminé et dont la puissance de feu surpassait la leur par des facteurs, rendant toute résistance vaine. Ce fut la leçon apprise dans le sang du canal de Guadal à Okinawa. Après la fin de la guerre et la disparition de la propagande, les vétérans japonais ont reconnu la vérité que leurs dirigeants leur avaient dissimulée. Les marines incarnaient tout ce que le Japon prétendait être ses soldats, bénéficiant d'un soutien que le Japon ne pouvait jamais leur fournir. Face à un tel ennemi, la guerre était perdue d'avance. Les marines l'ont prouvé de manière irréfutable, île après île, au prix de milliers de vies perdues dans les deux camps.